à l'endroit des autorités, à l'endroit de ces victimes, à l'endroit de toutes ces personnes qui se sont battues pour au moins ce premier pas, puisqu'il y a d'autres pans de cette affaire que nous allons débattre tout à l'heure. Oui, message de réconfort, une joie immense qui anime l'ensemble des victimes depuis l'annonce de cette décision du président, le général Mamadi Doumbouya. Tout ce qu'on a à lui dire, c'est merci, parce qu'il n'est pas l'auteur de ce qui s'est passé. Dernière sortie parlait du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, qui pour vous est aujourd'hui très mal entouré ou tout au plus très mal conseillé. Oui, c'est vrai. Vous savez très bien, aujourd'hui, nous sommes en période de transition. Ça, on n'a plus besoin de rappeler. C'est extrêmement important. Et pendant cette période de transition, il y a eu quand même des actes qui ont été posés aujourd'hui de notables, de salutaires. Mais d'un autre côté également, il y a eu quand même quelques bavures dues à, si vous voulez, dues à le fait d'être humain. Parce qu'on sait que tout ce qui est humain, en quelque sorte, a quelques imperfections qu'il faudrait quand même améliorer avec le temps. Et moi, ce qu'il y a lieu de dire, c'était à l'occasion du retour, bien entendu, du président de la République de la Chine. Vous avez vu, on a constaté qu'il y a quand même un accueil chaleureux qui a été réservé au président de la République. Moi, je pense que cet accueil-là, déjà, en soi, n'est pas mauvais. Aujourd'hui, ce qu'on a voulu pour notre pays, c'est quoi? C'est permettre à la Guinée de pouvoir quand même bénéficier de quelque chose, pas seulement de l'intérieur, mais aussi de l'étranger. Journée internationale de la jeunesse et journée ville morte en République de Guinée et des questions pour la jeunesse guinéenne. Ah oui, coïncidence heureuse ou malheureuse, je suis déçu, je pense qu'elle est malheureuse parce que c'est vrai que la jeunesse guinéenne aujourd'hui occupe en tout cas à peu près 65%, 70% de la population générale guinéenne, ce qui nous amène à dire effectivement elle doit se remettre en cause dans son ensemble pour pouvoir comprendre les enjeux qui l'attendent. La jeunesse et le numérique pour le développement durable. Donc c'était vraiment important qu'à l'occasion de cette journée, que toute la jeunesse guinéenne aussi se mobilise, se retrouve sur des espaces, que cela soit des espaces numériques ou des espaces physiques, pour animer des conférences, pour tenir des sessions de formation, de renforcement de capacité, ou encore pour faire des panels, des échanges, permettant vraiment de mettre un focus sur la jeunesse guinéenne. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut se retrouver sur la table du dialogue? Aujourd'hui, est-ce qu'il faut éviter le pire pour notre pays qui est déjà économiquement affaissé? Et quand on parle de problèmes dans ce pays, il faut comprendre que nous avons deux types de régimes dont la Guinée a accepté de gérer la vie de la nation, c'est la démocratie. Et quand on parle de la démocratie, nous savons très bien il y a des tiroirs qui se trouvent dans cette thématique de démocratie. Et des éléments, des outils, des matériels qui caractérisent ce qu'on appelle la démocratie. Et quand on parle de démocratie, forcément, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Cela ne veut pas dire que ce sont des ennemis. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, le média du développement. Merci d'être des nôtres. Si vous nous écoutez à l'instant, à la radio, vous êtes sur la 89.5, à la télé, vous nous regardez sur Kavi TV, sur les bouquets Canal+, et Star Times. Merci de nous suivre sur notre site d'information, siaminfo.com. Merci également de nous suivre via notre application mobile Kavi Média, disponible sur Play Store et App Store sur les différents réseaux sociaux. Vous nous suivez sur Facebook, notamment Kavi TV, groupe Kavi Média et Ganga RTV qui relaie en direct cette émission. Au menu de ce matin, défaite du Sili national de Guinée contre les Typhon Stars de la Tanzanie. La Fédération guinéenne de football ne s'avoue pour l'heure pas vaincue. La Guinée qui a perdu 1-0 sur le rectangle vert profite de l'erreur administrative tanzanienne pour prendre sa revanche. La Fegifoot a introduit depuis 24 heures maintenant une requête dénonçant la rentrée du numéro 26 inscrit sur le dossard 24 sur la feuille de match. Cet incident
pourrait entraîner l'élimination. Je dis bien pourrait entraîner l'élimination de l'équipe tanzanienne conformément au règlement strict de la Confédération africaine de football CAF. Mais comment et pourquoi, en attendant le verdict officiel de la CAF, les débatteurs scannent ce match Guinée-Tanzanie qui se poursuit en dehors du terrain. Et puis, utilisation irrationnelle du téléphone. Fin tragique pour Safiatou Dioubate, élève du lycée 1er mars. Selon ses proches, la défunte s'était réveillée très tôt le matin de son décès à 5 heures précisément pour accomplir la prière de l'aube. Après ses obligations religieuses, elle aurait laissé son téléphone en charge connecté à Internet avant de se rendormir, en le laissant sur sa poitrine, un acte qui lui a coûté la vie car le téléphone a explosé sur sa poitrine. Nous apprendons, Safiatou est décédé, paix à son âme. Pour sauver d'autres vies, le scanner livre quelques limites à ne pas franchir pendant l'utilisation de votre téléphone portable. Et puis malgré le changement effectué à la tête de la SONAP, elle n'est toujours pas un fleuve tranquille. Depuis des jours maintenant, un scandale supposé de détournement de 19 pick-up plane sur ce TPA qui a été véritablement secoué par une succession de parfums de corruption ces 8 derniers mois. En effet, 19 pick-up sortis d'usines destinées aux travailleurs de la Société nationale des pétroles se sont retrouvés dans la résidence privée du nouveau directeur général. Ces véhicules achetés sous l'ère du DG, l'ancien DG Amadou Doumbouya pour équiper les cadres de la SONAP, étaient pourtant garés dans la cour de la direction en rénovation. Pourquoi ces véhicules se sont-ils retrouvés au domicile du directeur général? Yaya Diallo nous plonge dans une enquête et une démarche qui suscite encore des interrogations. Voilà entre autres sujets à débattre pour ce vendredi de développement. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le Média du Développement. Merci de nous retrouver dans cette nouvelle aventure, ce nouveau numéro de votre émission Le Scanner avec les débatteurs de chaque matin qui vous aide à comprendre l'actualité majeure. Autour de moi, avec moi, Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah Kamara, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Leba. Bonjour Abdallah, bonjour à Mohamed Ba, bonjour à Yaya, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Ba, le PM. Kamara Abdallah, bonjour à tous. Je vais proposer à M. Dramé de réaliser les coulisses du scanner pour savoir ce qui se passe en off ici. Honnêtement, ça fait répondre aux provocations. Non, mais honnêtement, si les auditeurs et téléspectateurs savaient ce qui se passait ça se passe quotidiennement. Ce qui se passe à 1 minute, à 2 minutes, mais on n'a rien dit. Hein. C'est ça que je suis en train de dire. Je vous rappelle juste là. Il fait une précision, enfin, une précision. Oui, mais pourquoi c'est toi qui parles? Mais c'est toi le maître d'œuvre. Pourquoi c'est toi qui parles? Oui, maître d'œuvre. c'est lui-même. Ah bon? Là, oui. Allez, on va se calmer ce matin. Ce matin, ici, on aura largement le temps pour ça. Bien, on parle du CELI national de Guinée à Diallo, cette défaite qui n'est toujours pas consommée par la Fédération guinéenne de football qui a introduit une requête du côté de la CAF. CAF, c'est la Confédération africaine de football. Le CELI qui espère encore, s'il faut le dire. Bah oui, est-ce une espérance, disons, à la limite glorieuse? La question reste posée. À la limite, je crois que moi, je suis de ceux qui pensent que la défaite elle est déjà consommée. Posons-nous les bonnes questions pour pouvoir apporter des réponses claires et fiables pour que nous puissions décoller. À bien des égards, nous savons très bien que la Tanzanie aujourd'hui, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Ouais. Nous n'avons pas les mêmes championnats. Ça veut dire tout simplement que la Tanzanie est en avance sur un certain nombre de choses. Alors je pense que le débat devrait se situer à ce niveau-là. Je comprends bien la FEGIFOOT qui est dans ce rôle. La FEGIFOOT est dans ce rôle de contester parce qu'elle considère qu'il y a eu une faute quelque part, qu'il fallait interpeller l'instance dirigeante, en l'occurrence la CAF, pour pouvoir
disons, l'interpeller pour qu'il puisse naturellement statuer là-dessus et de dire le droit. C'est quelque chose de très normal et de très fondamental. Je crois que c'est une démarche juridique qui ne souffre d'aucune ambiguïté, parce qu'au regard d'un certain nombre de règles établies au niveau de la CAF, parce que c'est le dossard qui est la chose la plus primordiale. Alors, si il n'y a pas une conformité entre les numéros qui ont été, disons, communiqués et les joueurs qui ont naturellement joué sur le terrain, naturellement, il y a là quelque part, disons, des irrégularités dont seule la loi pourrait naturellement faire ce qu'on appelle, disons, la part des choses. Je pense que l'un dans l'autre aujourd'hui, on attend de voir, mais je suis déçu, je pense que ça patauge au niveau de la CAF. J'avais entendu beaucoup d'informations, certains jubilaient même chez nous ici. Je pense que, comme je l'ai dit tantôt, cette victoire, s'il est tenté que la CAF allait naturellement dire le droit, là aussi la question pose, parce que les institutions africaines, est-ce que ce droit s'impose aux éliminatoires ou à la CAN? Voici la véritable question. Est-ce que ces articles s'imposent aux éliminatoires de la CAN ou pendant la CAN? C'est une suite logique. C'est une suite logique parce que nous sommes au niveau des préparatifs pour la CAN, et je pense que les textes sont généraux au niveau de la FEGIFOOT. En tout cas, au dire de certains spécialistes, la loi, elle est générale, elle est impersonnelle, elle s'applique à tout bout de champ. Maintenant, CAF ou les éliminatoires, on attend de voir ce qui va se passer. Parce que quand même, il y a beaucoup de tournures aussi juridiques que la CAF pourrait emprunter pour pouvoir détourner complètement le débat. Et je crois que là, ce serait naturellement une double humiliation. C'est pourquoi j'ai dit c'est à ces risques périls que la FEGIFOOT a pris cette décision de contester. S'il est tenté que là, tous les éléments, je pense que on nous apprenait que c'est Issa Gassila qui fit le premier à lancer l'alerte, à faire le constat. Après, il a interpellé le secrétaire général de la FEGIFOOT qui avait effectivement confirmé ce constat-là, et finalement il s'est soumis, disons, dans une requête. Dans une logique de mettre en place tous les éléments. Je crois que au niveau du document officiel que la FEGIFOOT a dit déposer au niveau de la CAF, la Confédération africaine de sport, je pense que de football naturellement, je pense que c'est étayé, c'est clair, avec des arguments juridiques. On verra bien de l'autre côté aussi, parce que nous avons vu aussi la communication officielle de l'organisation sportive au niveau de la Tanzanie, qui à ce niveau aussi était venue avec des arguments aussi qui me semblaient valables sous mes yeux. Maintenant, vous savez aussi, les arguments juridiques, il appartient à l'instance d'avoir effectivement cette posture d'impartialité, de neutralité, de voir clairement qu'est dit exactement la loi, et la faire appliquer tout simplement. Je pense que c'est ce qui pourra honorer notre sport africain, continental, parce que beaucoup de choses se disent autour de la gestion sportive africaine. Vous savez aussi, c'est un monde d'affaires par excellence. Je crois que certainement les dirigeants de la CAF en tireront, disons, toutes les conséquences de ces dernières années de gestion, entachées quelquefois de contestations ou de dissensions à l'interne. Je pense qu'elle saura se surpasser pour pouvoir dire le droit. À la Guinée, de comprendre et d'accepter qu'il y a des préalables pour lesquels on ne peut pas vouloir avoir un sport digne de ce nom sans pour autant qu'on ait ce courage, cette honnêteté intellectuelle de reconnaître qu'il y a des infrastructures indispensables au développement sportif dans notre pays ici, pour lesquels jusqu'à présent nous ne voyons aucun acte concret. Bien. Ça date de longtemps, depuis plus de 10 ans, nous en parlons. Combien de ministres de sport nous avons connus à la tête de ce département qui nous ont promis tout et de rien. Je pense qu'aujourd'hui, à la limite, c'est clair, nous n'avons aucun stade homologué. Ça en dit long assez sur l'état de santé de notre sport. Donc je pense qu'on va beau vouloir s'en prendre à la FEGIFOOT, aux joueurs, à tout le monde, mais quand même, il y a là des préalables qui sont visibles, palpables par tout le monde. Bien. Pourquoi l'État ne s'engage pas dans ce sens-là? Parce qu'à la limite aussi,
les infrastructures dont on parle là, c'est pas la FEGIFOOT, c'est l'État à travers le ministère, les projets du ministère de sport. Alors si de ces côtés-là, nous n'avons pas de projet Balkab, on ne sait pas où aller chercher pour pouvoir mettre en place ces infrastructures-là. Et c'est aujourd'hui, le sport, c'est une industrie. Il faut qu'on ait tous les moyens pour pouvoir effectivement vouloir décoller. Et nous avons vu ici, rien n'est secret au hasard. Nous avons vu toutes les nations qui se sont développées à travers le sport. Nous avons vu il y a effectivement des investissements financiers et humains qui ont été effectués. Et bien finalement, après 10 ans, nous avons vu les résultats aujourd'hui. Ces équipes-là ou ces États-là font partie parmi le top 10 des 10 meilleures équipes africaines. Ça ne s'invente pas, ça se crée, ça travaille. Ouais, ça travaille, il faut le dire. Mohamed Leba, vous avez quand même suivi, ou vous suivez du côté de Siam Info l'évolution de cette requête. Toute la nuit, on n'a presque pas dormi, mais la CAF est en train encore de réfléchir, si on peut l'appeler comme ça. C'est comme si on était en attente des résultats. C'est comme si on était en attente des résultats. Je suis dans sa tête. Peut-être du double scrutin de 2020 ou du référendum qui se pointe à l'horizon. Finalement, on ou dit, le crépuscule en plein Ramadan. En plein Ramadan. Dans tel bureau de vote, voilà, il y a tel parti qui passe et puis finalement... En fait, non, honnêtement, le monsieur il n'a pas dormi. Honnêtement, ça fait rire, ça fait trop rire. C'est que si vous regardez combien de fois que les gens se donnent à fond et puis voilà, clairvoyant par rapport à cette question liée aujourd'hui à ce recours porté devant la Confédération africaine de football, vous allez comprendre combien de fois que le Guinéen aime le sport. C'est que nous sommes en train de jouer disons notre dernière carte pour savoir réellement est-ce que nous allons regagner les autres nations, les 23 autres, si on arrive carrément à éliminer la Tanzanie de cette course quand même pour le Maroc 2025. Ce qui se passe aujourd'hui, ça dépasse l'entendement parce que tous les organes y sont mis pour qu'on puisse quand même arriver à obtenir gain de cause de cette requête aujourd'hui qui est portée devant la CAF. Mais comment ça va se passer? De quelle requête s'agit-elle? Et puis voilà, de quel recours s'agit-il? Qu'est-ce qu'il faut attendre aujourd'hui en termes de résultats par rapport à ce qui va se passer ou ce que pourrait donner la CAF? Est-ce qu'il faut espérer obtenir gain de cause de la CAF? De mon côté, personnellement, je ne crois pas que la CAF aura cette audace de trancher en faveur de la Guinée. Parce que si vous regardez le match, le déroulement du match, du début jusqu'à la fin, il y a eu de la triche. Et de la part d'abord de l'arbitre, je le dis sans aucune réserve, parce qu'il y a eu vol. Cela s'est passé au vu et au su de tout le monde. L'arbitrage a d'abord commencé à malmener le mental des joueurs guinéens. Parce que là, vous allez voir, même pour des fautes tellement légères, du côté tanzanien, vous allez voir carrément l'arbitre qui siffle. Des fautes aussi qui pouvaient, c'est-à-dire coûter le carton jaune aux joueurs tanzaniens, c'est-à-dire des fautes en faveur de la Guinée, ne sont pas sifflées. Donc tu veux tout simplement dire que les erreurs commises pendant le match seront peut-être rattrapées en dehors du terrain si ça se passe, si la CAF arrive vraiment à trancher en faveur de la Guinée, je crois que ce sera juste une manière de rendre le droit, de dire le droit dans cette affaire. Mais si ça n'arrive pas, parce que déjà je me suis dit que si tout cela s'est passé, la CAF n'a pas levé le doigt. Il a fallu qu'un joueur, le capitaine du Sili national, interpelle d'abord à l'interne ici les membres de la FEGIFOOT pour que ce recours soit porté. Il faut quand même se dire que la CAF ne s'en fout pas mal quand même de ce qui se passe. Quelqu'un nous disait dans ce studio que la CAF est à l'image de l'UA. C'est qu'elle traîne les pas. Et finalement, et parfois, les décisions qui tombent, souvent, ce ne sont pas des décisions, même si vous regardez, la dernière fois, c'était par rapport au cas des U17, où on nous faisait croire que deux jumeaux, si en tout cas quand même, si cela s'avère, deux jumeaux ne sont pas nés, c'est-à-dire à la même date. Vous allez comprendre combien de fois que parfois, les résultats... Ça relève des miracles. Ça relève des miracles, on ne peut pas comprendre.
2 personnes ici du même ventre, c'est-à-dire d'un même jour, on dit tout simplement que ce sont 2 personnes qui ne sont pas nées le même jour. À moins que la médecine n'ait évolué. Hein. Évidemment, mais c'est paradoxal. C'est paradoxal parce que c'est difficile quand surtout on parle de 2 jumeaux. On parle des jumeaux, pardon. C'est compliqué. Par rapport à ce recours aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut dire? Est-ce que ce recours porté s'adapte-t-il aux règles établies pour les éliminatoires ou les règles établies pour la phase finale de la CAN, c'est-à-dire pendant la Coupe d'Afrique des Nations? Parce qu'il y a ce facteur aussi qui quand même oppose les spécialistes aujourd'hui du courant du football guinéen et puis africain. Vous allez comprendre qu'après le recours porté, d'abord les rumeurs de recours après que cela ne s'officialise, il y a la Fédération tanzanienne de football qui a sorti ce communiqué disant ne pas être au courant d'un recours officiellement porté par la Fédération guinéenne de football devant la CAF. Elle avait dit avoir appris sur les réseaux sociaux au même titre que les Tanzaniens, c'est-à-dire les populations tanzaniennes, ce qui se passe par rapport à ce recours de la Guinée. Elle avait même appelé les populations tanzaniennes à continuer à célébrer leur victoire en attendant que la CAF indique quand même la date du début de la compétition du côté du Maroc et puis tout ce qui s'ensuit par rapport au tirage de sort et ainsi de suite. Est-ce qu'il faut aujourd'hui espérer? Je me dis qu'il y a peut-être une manipulation qui pourrait aussi s'opérer derrière parce que tout simplement c'est une manière de consoler, mais cette manière de consoler risque aussi d'ouvrir un autre boulevard de Gouma, si on peut le dire comme ça, parce qu'on risque encore de tomber dans cette colère juste pour ne pas voir le Sili national au Maroc, parce que si la Guinée arrive à être déboutée, ça va être vraiment une peine ou des peines, disons même, mais il faut mettre cela au pluriel, des peines très difficiles à avaler, à accepter, parce que tout simplement, la Fédération guinéenne de football, le ministère, l'État, tout court, ont failli. Vous avez suivi les déclarations de Serhou Guirassy. Ça fait tellement mal, ça fait honte et ça fait tellement mal de comprendre aujourd'hui que notre nation, notre chère Guinée, a été incapable de rénover ne serait-ce que 2 stades. Et vous allez comprendre entre les lignes des déclarations de l'homme que jouer ces matchs à domicile pour une nation, pour une équipe de football, ça compte beaucoup dans le football, surtout quand il s'agit des matchs de qualification en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Bien. En Afrique, ça ne pardonne pas. Vous avez vu, du côté de la Tanzanie, il y a des qui disent même que la journée où cette dernière journée s'est jouée, le jour où cette dernière journée s'est jouée, qu'il y a eu, elle a été tout simplement déclarée chômée et fériée. Fériée, chômée et payée. On ne comprend pas. Comment se fait-il aujourd'hui que la Guinée arrive à obtenir, c'est-à-dire comment se fera que la Guinée arrive à obtenir gain de cause avec cette même, disons... Donc, croyons, il faut y croire. Pour le moment, il faut y croire. On y croit, c'est tout ce qu'on peut. On va éviter d'être pessimiste. Parfois, il faut aussi oser dire la vérité. Est-ce qu'il faut faire espérer les uns et les autres par rapport à ce qui va se passer? Il faut... L'espoir fait vivre. D'accord, l'espoir fait vivre. On attend de voir ce que ça va donner. Bien. Mais en attendant, je crois que les acteurs du football guinéen, les autorités, il faut aujourd'hui qu'on se tourne, je dis bien qu'on se tourne vers la gestion normale du football à la base d'abord. À la base, parce que si vous regardez, aujourd'hui on parle de Tanzanie, je le disais la dernière fois dans ce même studio, le football tanzanien est très régulier et est bien planifié, c'est-à-dire bien géré. Si vous regardez les clubs... Bien, on ne va pas rentrer dans ces détails. Aujourd'hui, on parle que de requêtes, restons dans ce sens, parce qu'après tout, chaque fois on est en train de tirer quand même à boulet rouge sur...
n'avons pas de stade, nous n'avons pas ça, ça et là. Mais il y a des pays aussi, hein, peut-être qu'on ne veut pas prendre le mauvais exemple, mais il y a des pays qui sont peut-être très bien considérés ou grandement considérés en Afrique, qui se retrouvent dans la même posture que la Guinée. Non, il y en a, on a l'Éthiopie. L'Éthiopie en matière de football. Attention. En matière de football. Mais bon, ça, en matière de football. C'est ce que j'ai dit. Abdallah, c'est léger. C'est un développement. On parle de développement là. On parle de développement. Je prends exemple. On va pas rentrer dans le détail. Elle a déjà rappelé. C'est deux choses aujourd'hui dont la jonction se fait naturellement. Non, on parle de requêtes. On peut faire des requêtes sans parler de stade. On peut bien le faire, mais on peut bien le faire si on arrive à le faire aujourd'hui, même si on arrive à obtenir gain de cause de cette requête ou de ce recours aujourd'hui qui est pendant devant la CAF. Il faut quand même se dire la gestion du football, c'est que ça pose problème. Il faut revoir ce côté-là. Même si on arrive à se qualifier, il faut qu'on ait une bonne gestion de notre football. Par rapport à la rénovation, vous avez vu aussi au même titre que moi les déclarations de la Fédération guinéenne de football, du ministère des Sports, par rapport à la rénovation des stades. Jusqu'à présent, tu me comprends. Je vous comprends. Par rapport au recours, merci. Restons dans ce cas. Je sais que vous en êtes très jaloux. Oui, par parce qu'après tout, aujourd'hui, il faut faire respirer les gens. Par rapport au recours, d'accord. Il faut faire respirer. Il faut faire respirer. Après tout, oui, il faut donner de l'espoir. Tu sais pourquoi je dis cela? Et on pourrait peut-être avoir des stades à cette étape, en tout cas dans le même process ou dans la même situation, même si on avait des stades autour de nous, soyons réalistes, même si on avait des stades et que cela se passait ainsi, on allait procéder à une requête ou on n'allait pas procéder à une requête? Honnêtement parlant, si on allait le faire, parce que c'est une erreur administrative qui s'est posée. Maintenant, stade ou pas, joueur pas joué, aujourd'hui, on mise sur la réponse qui doit être donnée à cette requête. Je pense que c'est ça le débat. La question que je me pose... Bien. Maintenant, stade ou pas, allez. La question que je me pose, je vous comprends très bien. Et vous êtes dans une logique normale et acceptable. La question que je me pose, c'est de savoir est-ce que cette faute administrative dont on parle aujourd'hui pourrait suffisamment amener, je dis bien, si elle pourrait suffisamment amener la CAF à trancher en notre faveur. Si. Je prie Dieu que la Guinée s'impose. Je prie Dieu que la Guinée si les articles s'imposent aux éliminatoires de ce contentieux, mais il faut quand même prendre les choses avec les pincettes, pas avec la dernière vitesse. Bien. Ce qui est déjà compris, oui. Mohamed Leba, vous, en tout cas, on suit de très près ce dossier. Un autre espoir qui est donné à la Guinée à travers cette requête, aujourd'hui ce recours qui constitue quand même un pan très important pour la qualification du Sili national de Guinée. Les textes sont clairs. Si ils doivent s'appliquer aux éliminatoires de la CAN Maroc 2025, le Sili va participer à ce rendez-vous continental footballistique. Merci. Je pense que si on respecte nos textes, les textes qui régissent le football guinéen et le football africain, oui. La Guinée sera bel et bien au Maroc. Ça c'est juste, je viendrai là-dessus pour développer. Parlant de la position de la Guinée en matière de football, en matière de qualité, de progrès, aujourd'hui la Guinée dépasse beaucoup de pays, tant africains au niveau CAF que sur le plan mondial, quand on parle du classement FIFA. Quand vous prenez aujourd'hui, on prend juste 20 clubs, 20 pays en Afrique, la Guinée dépasse le Congo, la Guinée dépasse le Gabon, la Guinée dépasse la Zambie, la Guinée dépasse le Bénin, la Guinée dépasse l'Ouganda, la Guinée est placée 15e en Afrique. Je parle de football. Football, oui. Je ne sais pas si on parle d'autre chose. Non, on parle de football. En matière de quoi? C'est juste pour répondre, il a dit en matière de quoi? J'ai dit on parle de football. C'est bien, le football, mais il y a beaucoup de... Le football, quand on parle de football des nations. On a parlé pendant plusieurs jours ici de la Fédération guinéenne, du ministère, des Guinéens qui ne gèrent pas bien le football. Ils ont tout fait pour ne pas rénover nos stades. Mais quand ça arrive à un niveau, il faut savoir bien. Il faut savoir bien parler de son pays, les réalités qu'il faut. Cette fois-ci, ça ne concerne pas, ce n'est pas une question de personne. On parle de la Guinée. Toute la nation. On parle de la nation. Il ne faut pas déjà que ça devienne un conflit pour la Guinée. C'est-à-dire, la Guinée fait face à la Tanzanie et fait face encore à d'autres Guinéens à l'interne. C'est-à-dire qu'ils prient
pour que la Guinée n'aille pas à la Coupe d'Afrique, la Guinée ne progresse pas tout court. Oui, parce que c'est simplement, quelque chose... leur intérêt, les intérêts sont menacés. Mais exactement. On va voir les sorties ça, sur les clair. réseaux sociaux. Ça, c'est clair. On arrive à dire, certains vont dire, mais moi j'ai quel intérêt? Je n'ai pas d'intérêt, je ne suis pas dans la fédération. Juste d'autres, leur intérêt, c'est juste le plaisir de ne pas voir la Guinée être là, parce qu'ils ont tenu quelque part un discours, une conversation, des disputes entre collègues. Ils ne veulent pas que ça marche et qu'on leur dise qu'il n'a pas eu raison. Et dans ce cadre, on fait tout pour saper, on fait tout pour que la Guinée n'aille pas dans cette Coupe d'Afrique. Et je dis bien, je reviens là-dessus, si on respecte les textes de loi, les textes qui régissent le football africain, la Confédération africaine de football, en cette compétition de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations, la Guinée ira à cette compétition. Je me base sur l'article 47. Oui. On dit quoi? Que la Fédération guinéenne de football aurait décidé de déposer un recours auprès de la CAF en s'appuyant sur l'article 47 de la CAF. Et cet article dit quoi? Ou autrement dit, que stipule cet article? Entre guillemets, pour toute erreur administrative en matière d'enregistrement des joueurs, l'association nationale concernée sera suspendue de participation à l'édition suivante et son équipe sera éliminée de la compétition si cette dernière est toujours en cours. C'est dans ça nous sommes. Nous sommes à la qualification et nous devrons être à la compétition. Donc, on n'a pas attendu... On considère que c'est le même processus. C'est le même on n'a pas attendu que la CAN commence au niveau du Maroc pour poser vraiment cette réclamation. Donc, cela veut dire, si on respecte les textes de loi qui existent, c'est tout à fait raison que la Guinée participe à cette compétition. Il y a une expression qui existe en matière de sport qui ne concerne pas seulement la Guinée, ni le football africain, mais qui concerne le football mondial, qui dit quoi? Cette expression, c'est quoi? C'est la qualification, c'est la décision sur tapis vert. Sur tapis vert, oui. Voilà, sur tapis vert. Quand on dit sur tapis vert, c'est-à-dire que c'est lié à une décision administrative. Et ça, loin du rectangle vert. Loin du rectangle vert qui est le stade, qui est le terrain. On parle cette fois-ci de tapis vert. Et ce n'est pas créé pour la Guinée. Ce n'est pas créé pour faciliter la qualification de la Guinée à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra au Maroc. Donc, dans toute entité, dans toute association, il y a des principes, il y a des règles qu'il faut respecter. Ce monsieur dont on parle aujourd'hui, qui est à la base de ce problème pour son pays, c'est un habitué des faits. Ce n'est un habitué. Rien qu'en parlant de cette qualification... 3 matchs. Pendant ces 3 matchs, il n'a pas gagné. C'est un habitué des faits. Et on n'a pas pu le cerner, le cadrer. On dit le joueur tanzanien incriminé a utilisé 3 numéros différents lors de ses éliminatoires. Éthiopie-Tanzanie, il a utilisé le numéro 24. 24. Oui. Tanzanie, RD Congo, numéro 20. Oui. RD Congo... Tanzanie, toujours là, il s'est abstenu, concentré, utilisé le numéro 20, aller-retour juste. Contre la Guinée, le monsieur, tranquillement, il change encore son numéro, il reprend son premier numéro, le numéro 24. C'est un Zoro. Il reprend encore un autre numéro. Le numéro qu'il n'a pas utilisé contre la RD Congo, aller-retour, il n'a plus touché. Lui, c'est comme si... Il était un super humain. C'est jetable quoi. C'est un numéro jetable. Je l'utilise et puis je mets dans la corbeille. J'utilise, je mets dans la poubelle. Le numéro qu'il a utilisé contre la Tanzanie, et comme je vais dire ça, contre le Congo, aller-retour, il n'a pas utilisé ce numéro. Il est revenu maintenant sur le numéro qu'il a utilisé contre la RDC. Il n'a pas utilisé. Contre la Guinée, le numéro qu'il a utilisé contre nous, le premier match, quand on a perdu en Côte d'Ivoire, c'était le numéro 24. Il prend tout son temps. Le maillot, je ne sais pas s'il a donné à sa copine ou il a donné à qui. Il prend un autre numéro, le numéro 26. Quand même. Très grave. Ça, je ne comprends pas. Et ça, d'abord, sa fédération devrait le sanctionner. La CAF doit le sanctionner avant qu'on ne parle même du cas guinéen de ce qui s'est passé. Comment on peut se permettre d'une telle liberté ou de libertinage en matière de football? Même dans le club du quartier. Est-ce que tu peux continuer? Je vais couper ton micro. Tu as eu le temps de parole. Non, tu as eu le temps de parole. J'ai eu tout le mal ici à t'écouter. J'aimerais que tu souffres en m'écouter. Je parle de ma nation, je parle de mon pays. Je ne suis pas étranger, donc je défends les couleurs. Le cas, c'est ce qui se passe avec la Fédération guinéenne de football. Ça, c'est à l'interne. Ça, c'est à l'interne. On parlera de ça au moment opportun. Mais maintenant, la famille. Je porte rouge, jaune, vert maintenant là dans ce studio et je défendrai cela. Bien. Ça. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Mais comme tout pays, c'est tout à fait normal de pouvoir réagir. La fédération tanzanienne s'est donné du temps aussi à faire un communiqué. Mais malheureusement, Abdallah, c'est un communiqué qui est vide de sens.
pratiquement, et ça je ne le dis pas parce que je suis guinéen. Parce que la Tanzanie a même reconnu dans le oui, communiqué. ils disent qu'ils reconnaissent, mais qu'est-ce qu'ils disent? Que c'est parce que nulle part la fédération, la Coupe d'Afrique, la Confédération africaine de football n'a pas interdit aux Tanzaniens de jouer au football, de continuer à se qualifier. C'est vide. Je reprends juste une partie de ce paragraphe, le paragraphe de la Confédération et du communiqué de la Tanzanienne. Ils disent quoi? Nous tenons à informer le public. CAM, c'est-à-dire CAM, c'est le football. Nous, AM, on connaît le nom du joueur. En prénom, ils ont pris une partie seulement. CAM, nous tenons à informer le public. CAM fait partie des 23 joueurs inscrits pour le match contre la Guinée. Avant le match, les joueurs des Stars, c'est-à-dire leur équipe, ont été contrôlés par l'équipe adverse et le commissaire là où ils étaient autorisés à jouer. Le match éliminatoire de la CAN s'est joué à Dar es Salaam où les Stars ont gagné 1-0, se qualifiant ainsi pour la finale. La TFFF, c'est-à-dire leur équipe nationale, l'équipe nationale tanzanienne, ne dispose d'aucune information de la Confédération africaine de football selon laquelle la participation d'âmes au match était illégale. Comment ils vont attendre une information de la part de la CAF alors que c'est les textes qui sont clairs dessus? Ils ne vont pas se promener avec les textes. Vous comprendrez qu'ils ont l'obligation de réagir, ils ont l'obligation de communiquer, mais là, quel type de communication? Quel est le contenu de la communication, de leur communiqué? C'est ce communiqué-là, c'est ce que je viens de dire. Vous allez comprendre que pratiquement, je vais lire, relire, continuer à relire, vous n'allez rien comprendre parce que c'est vide de sens, il n'y a rien dedans. C'est qu'on peut retenir que la Guinée, dans les conditions normales, doit participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi? Parce que l'équipe adverse a créé toutes les conditions possibles pour faire mal à la Guinée. Nous voyons très bien, on a parlé de l'accréditation, de nombre d'accréditations au début, et ce qu'on a donné après, l'heure de match qui devrait être jouée à 19h, on a ramené tout ça pour créer des conditions compliquées. Nous avons vu les images, ceux qui ont suivi sur Canal+, pensaient que c'est seulement les images de Canal qui ont été coupées. Non, ceux qui ont suivi de l'autre côté, avec la télévision nationale, la RTG, également ont perdu les images, les faisceaux étaient partis. Tout ça pour créer des conditions nécessaires afin que la Guinée ne puisse pas remporter cette coupe. Mais comme les textes sont clairs là-dessus, on va voir quelle est la technique ou la technologie ou la stratégie à mettre en place pour que cette équipe tanzanienne participe à cette compétition. Vous allez comprendre encore un peu plus loin, au niveau de l'arbitrage, vous ne pouvez pas être de la même zone, vraiment avec l'équipe du jour, et que vous trouviez encore un arbitre de la même zone, de la même confédération sous-régionale, et que vous arriviez à siffler ou à être arbitre pendant cette compétition. Bref, les conditions, les éléments se sont succédés, ont été mis en place pour que la Guinée ne participe pas. Nous avons nos faiblesses, nous avons nos erreurs, nous comprenons cela. Mais quand c'est pas bon, quand c'est bien pour la Guinée, et c'est pour la Guinée, osons le reconnaître, reconnaissons cela, parce que c'est là il va dans le développement de notre football. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, la Guinée a une bonne équipe qui peut aller de loin. C'est pas parce qu'on va profiter de quelques faiblesses pour massacrer, tomber le marteau sur la Guinée. Donc, c'est qu'on peut dire, ensemble, prions pour la Guinée, parce que si on prie et que cela se passe, ça ne sera pas démérité. On sait très bien aujourd'hui, on met dans la balance la Guinée et la Tanzanie, il n'y a pas photo. Le football tanzanien, dont le championnat dont on parle aujourd'hui, mais ça a commenté quand? C'est vraiment quelques mois qu'on parle de cette compétition, comparé à la Guinée. Oh mon Dieu, on est où là? Ce qui est déjà compris, on ne va pas s'attarder là-dessus. On va faire évoluer le débat. Comme on l'a déjà dit, soutenons notre chère patrie, la Guinée. Soutenons notre tricolore national. Le CD national de Guinée est un patrimoine pour l'ensemble des Guinéens. Il ne sert à rien de tirer à boulet rouge sur notre patrie. Bonne chance donc à la Fédération guinéenne de football pour cette requête et on ose croire que nous allons rallier la CAN Maroc 2025. C'est notre souhait le plus absolu. Cet autre sujet, à l'ordre du jour ce matin, nous parlons d'une situation très très triste qui s'est produite et c'était hier jeudi 21 novembre 2024 à Conakry. Utilisation rationnelle du téléphone, fin tragique pour Safiatou Djoubaté. Élève selon ses proches, la défunte s'était réveillée le matin de son décès à 5 heures pour accomplir la prière de l'aube. Après ses obligations religieuses, elle aurait laissé son téléphone en charge connecté à Internet avant de se rendormir, en oubliant certainement son téléphone sur sa
poitrine. Un acte qui lui a coûté la vie car le téléphone a explosé sur sa poitrine. Safiatou est décédé, paix à son âme. Mais pour sauver d'autres vies, le scanner ce matin livre quelques limites à ne jamais franchir pendant l'utilisation de votre téléphone portable. Mais d'abord, nous allons revenir sur les faits. Mohamed Lebas. C'est triste ce qui s'est passé. Encore une fois, ça renvoie à la mauvaise utilisation du téléphone portable. Souvent, il y a des communiqués qui passent dans les médias, sensibilisant les uns et les autres. Sur Internet, c'est la même chose. Dans quelles circonstances il ne faut pas utiliser le téléphone, dans quelles circonstances il faut l'utiliser, comment l'utiliser et qu'est-ce qu'il faut éviter en l'utilisant. Ce qui s'est passé, c'est vrai que donc on va parler de l'œuvre du destin, mais il faut aussi essuyer la responsabilité et profiter de cette occasion, de cette opportunité pour sensibiliser les uns et les autres sur l'utilisation rationnelle du téléphone portable. Vous le savez, quand le téléphone est en charge, déjà, même si pour quelqu'un qui n'a pas approfondi les études ou qui n'est pas allé très loin dans ses études, pourrait quand même comprendre que le téléphone reçoit quelque chose. Voilà, est-ce qu'il faut commencer à l'utiliser? Parce que vous allez constater parfois que le téléphone, le smartphone, si vous l'utilisez, surtout quand il est branché, vous allez voir au bout de vos doigts ici, ça a des trucs qui piquent parfois. Ça pique, ce sont des signaux pour dire attention, il faut arrêter d'utiliser le téléphone, laisser le téléphone se charger. Après, tranquillement, vous pouvez le débrancher et puis l'utiliser comme vous voulez. Dormir avec le téléphone, c'est l'habitude de certains. Et pourtant, souvent, vous allez trouver que le téléphone est branché, il est connecté à Internet et puis on l'utilise, le téléphone contre la peau. Le téléphone contre la peau, parce que si, selon les informations, c'est-à-dire reçues concernant le cas de la défunte, vous allez comprendre tout simplement que c'était le téléphone directement contre la peau. Ça fait tellement mal au cœur de voir une fille nous être arrachée comme ça, vraiment, en tout cas, à l'affection de sa famille. Avec tout ce qu'elle abattait comme elle avait des boulot. ambitions. Oui, elle faisait partir du Parlement des enfants. Évidemment, présidente de GESI, présidente de GESI. Jeune chambre. Hein. Oui, évidemment, on m'apprend. Elle est partie avec plein d'ambition, et plein de projets. C'est une fille qui était quand même, en tout cas, qui se faisait démarquer parce que à son jeune âge, si vous regardez son parcours, malgré qu'elle était quand même élève, vous allez comprendre combien de fois que c'est une fille qui avait vraiment de l'avenir, une fille qui vient d'être arrachée à l'affection de toute sa famille, de tous ses proches et de toutes les personnes qui l'ont côtoyé ou qui l'ont connu de près ou de loin. Aujourd'hui, je crois que la sensibilisation, c'est à l'endroit et surtout de la jeunesse. C'est ici que vous voyez, même dans la circulation, les uns et les autres préfèrent mourir pour un appel que de garer, communiquer et puis continuer son chemin. C'est ici que vous allez voir les jeunes sur des motos. Au lieu, vous recevez un appel, ils reçoivent des appels, au lieu de garer d'abord, communiquer, ils préfèrent tout simplement conduire et puis en communiquant avec une seule main et du côté d'un seul guidon, du guidon. Vous allez comprendre que c'est parfois, cela est assimilé à l'inconscience, c'est qu'on ne réfléchit pas trop aux dangers que les actes que nous posons peuvent créer au quotidien. Par rapport à ce cas, je crois que ce cas devrait être un cas sensibilisateur aujourd'hui à tous ceux qui font la même chose, parce qu'elle n'est pas la seule dans ce cas-là. Ce n'est pas la première victime d'ailleurs. Ce n'est pas la première victime. Peut-être sûrement même pas la deuxième victime. Le téléphone continue à créer des dégâts, pas que, c'est-à-dire détruire des familles, mais créer des dégâts, coûter, c'est-à-dire arracher des vies. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe,
ça dépasse vraiment l'entendement. Ouais, c'est quand même très déplorable. Il y a l'eau d'assister une fois encore à cet acte. Hein. Ce n'est pas une première, je le rappelais avec Mohamed. Le téléphone portable peut être aussi nuisible pour la santé et pour notre vie. Il faut le rappeler. Absolument. Les scientifiques l'ont dit déjà, il faut qu'on s'en méfie autant qu'on le peut. C'est un mal nécessaire qui a ses conséquences au-delà de ces coups de circuit, parce qu'il faut le rappeler, c'est cette liaison entre son corps et le courant électrique qui a occasionné justement cet accident mortel. Alors c'est pour autant dire qu'il faut qu'on se méfie de cette utilisation abusive du téléphone, de tous les appareils que nous connaissons aujourd'hui, parce qu'à un certain niveau, ça peut, créer des dégâts. Et je crois que ce cas en est une illustration parfaite, comme tant d'autres aussi isolés, des cas que nous connaissons, où on nous parle effectivement, c'est le téléphone, d'autres même, on pouvait vous dire qu'il y avait une distance, mais que finalement, ils n'ont pas pu être épargnés parce que tout simplement, il y avait une proximité qu'on pouvait lier donc, entre l'appareil et l'homme en question. Donc je pense que dans l'ensemble, il faut qu'on essaie d'intégrer un certain nombre de choses et de comprendre notamment aussi l'État à travers l'éducation. De l'autre côté, au niveau de l'Europe, qui est en avance, l'Occident en termes de technologie, mais ils savent ce qui est destiné aux enfants. On ne peut pas tout donner aux enfants. La limite, elle n'est pas à franchir parce qu'ils savent effectivement les conséquences que cela pourrait créer par endroit. Donc je pense que ça devrait quand même inspirer nos autorités, parce que c'est à elles d'entreprendre un certain nombre de choses et d'imposer des mesures contraignantes aux citoyens. Donc, si l'âge n'est pas requis, je crois que, premièrement, d'abord, il faut qu'on puisse interdire à nos enfants la manipulation des appareils téléphoniques. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, on suppose qu'elle est majeure, puisqu'elle est au lycée déjà, mais je pense que... Elle n'a que 17 ans. Elle n'a pas ses 18 ans. Donc, c'est une mineure. Donc, je pense que, voyez-vous, selon les explications que certains ont rapportées, c'est-à-dire que elle a fait la prière de l'aube, finalement elle s'apprêtait pour aller à l'école, entre-temps l'air n'était pas là, elle s'endormit en mettant le téléphone sur sa poitrine. Donc je pense que c'est étant branché et connecté, les deux à la fois. Oui. Donc c'est pour autant dire que c'est par après que les parents se sont rendus compte effectivement que l'accident s'est produit et que finalement cet accident a pu emporter mortellement Safiatou Dioupaté. Je crois que à la limite il faut qu'on essaye de voir tout cela. Ce sont des exemples qui doivent attirer l'attention de la société de manière générale pour qu'on puisse prendre des mesures pour ne pas que cela arrive. Ce qui est valable aussi pour les majeurs, pour les vieux. Le téléphone, il faut, autant qu'on le peut, à force de me répéter, de s'en méfier. Je pense que c'est fondamental aujourd'hui. Et le seul qui pourra le faire, parce que nous voyons ici un peu partout dans les différentes familles ou des jeunes gens, des enfants qui ont 10 ans, 12 ans comme ça, qui ont des appareils. Je crois que c'est leur jeu quotidien, c'est leur passe-temps. Il faut essayer de créer ce qu'on appelle, la part des choses pour pouvoir les interdire, et au niveau de la famille et au niveau de l'État, que l'État puisse prendre sa responsabilité. Parce qu'on accuse l'État, on accusera tous l'État, parce que c'est l'État qui a cette violence légitime à un certain niveau, cette force contraignante de pouvoir même contraindre aux parents d'éduquer leurs enfants. Donc je pense qu'il faut qu'on essaye de pouvoir tenir compte de cela. L'État doit jouer ce rôle, mais aussi la responsabilité parentale, elle est établie. De l'autre côté, c'est une jeune dame qui avait des rêves pour la République et pour elle-même. J'ai suivi le témoignage de Alpha Bayo, l'ancien coordinateur de la MAOG, qui témoignait sur sa bravoure, sur sa détermination, mais aussi des activités citoyennes que la petite Safiatou effectuait, et participait notamment à l'assainissement, les journées d'assainissement qui ont été décrétées par l'État. Elle sortait, elle était active, tout ce qui concerne la citoyenneté, elle était présente. Je pense que Alpha l'avait posé la question, mais pourquoi partout où il y a des activités pareilles, je te vois étant petite comme ça, avec ta petite taille là,
a dit non, partout là où la nation m'appelle, je vais être présente parce que tout simplement, elle voulait participer au développement sociopolitique de notre pays ici. Donc il y a déjà comme ça on en parle parce que c'est déjà une petite qui s'était déjà tracée, elle s'était s'effrayée un chemin, elle avait exprimé ses rêves et je crois qu'elle était dans cette logique-là pour pouvoir effectivement vivre de ces rêves-là. Malheureusement, Dieu en a voulu autrement, on ne peut qu'accepter parce que tout ce que Dieu fait, bon, à la limite, donc je pense que c'est le lieu pour moi de prier pour le repos de son âme encore une fois. Amen. Que son âme donc repose en paix. Mohamed le PM, on parle toujours de ces méfaits du téléphone sur la santé de l'être humain. Il y en a assez. C'est pourquoi les spécialistes conseillent notamment de désactiver les notifications, de trouver des temps de pause, de se déconnecter carrément de son téléphone quand le téléphone est branché à un secteur, d'éviter l'utilisation parce que la batterie, ce sont des composants qui y sont intégrés et elle peut exploser à tout moment. Si nous l'utilisons en plein temps, il faut faire très très attention et surtout ne pas mettre le téléphone auprès de nous si nous devons dormir. Qu'est-ce que je vais dire après? Si un spécialiste, un ingénieur à la matière arrive à donner ces points-là, qu'est-ce que je vais dire là? Qu'est-ce qui me reste moi pour dire quelque chose? Notre ingénieur vient de parler. Alors parlons sérieux. Et on adresse toutes mes condoléances à la famille Dioubaté. Que l'âme de notre chère Safiatou Dioubaté repose en paix. Amen. Nous le voyons ici en image. Je sais qu'il regarde la télé avec le Premier ministre Baouri. Et avec le drapeau, l'écharpe tricolore rouge, jaune, vert, vraiment en bandoulière sur Safiatou. Ça fait mal de perdre des jeunes, des enfants. Ça fait toujours juste mal de perdre son enfant, de perdre quelqu'un. Et quand on pouvait prendre toutes les mesures de prudence possibles pour cette situation. Et il faut rappeler, vous l'avez dit, mais j'insiste là-dessus, il faut toujours, les téléphones sont très bien. Les téléphones ont facilité aujourd'hui le travail, la communication. Certains ont oublié aujourd'hui ce qu'on appelle la lettre, écrire une lettre envoyée à sa famille de l'autre bout du pays, qui arrive seulement 3 jours après. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a la possibilité de pouvoir communiquer quelques secondes. Déjà, tout le monde est au courant de l'autre côté du monde, de ce qui s'est passé à la maison, ainsi de suite. Mais sans oublier aussi que ces avantages aussi que nous avons à travers le téléphone, il y a des limites. Il y a des limites. La perfection, déjà, elle n'est pas humaine. À plus forte raison, en parlant des nouvelles technologies de l'information, de la communication. Ça me donne juste une parenthèse pour parler de ce que vient de dire par rapport au cas des jumeaux. Liés au test, on dit qu'on a des 2 jumeaux qui sont nés au même jour, presque même heure. L'appareil trouve vraiment d'autres choses, d'autres résultats. C'est ça aussi, parce que quand on dit la perfection d'un appareil et tout ça, on dit c'est à 80%, 70%, ainsi de suite. Ce n'est pas à 100%. Donc il y a toujours des faiblesses qui sont là, qui accompagnent. Ceux qui créent ces appareils arrivent toujours à nous donner des conseils eux aussi. Je prends l'exemple de la part de Apple, de cette entreprise américaine en 2023, il y a quelques années, une année et quelques mois maintenant, qui disait en août dernier, Apple a publié une annonce de service avertissant les personnes que dormir sur un appareil en charge pourrait provoquer un incendie, un choc électrique, des blessures ou des dommages au téléphone ou à la propriété. Donc, vous voyez ce que cela veut dire. C'est eux qui ont créé Apple et ces techniciens, ces spécialistes qui ont créé l'appareil. Ils savent il y a quoi dans l'appareil. Apple, sans comme tu l'as dit, sans promotion. Sans promotion, c'est publicité. C'est cette société qui fabrique les iPhones. iPhone, oui. Ouais. Et ça, aujourd'hui, quand on parle de téléphone, tout le monde veut avoir cette marque de téléphone. On a beaucoup de marques, mais c'est cette marque qui est encore beaucoup plus visée. Et la marque qui est visée là aussi, c'est une marque aussi qui tue. Malheureusement, c'est ce que vraiment cette précaution que vraiment cette entreprise américaine a essayé d'apporter là. Donc, ce qui est propre à Apple, c'est propre pour Nokia, c'est propre pour Samsung, c'est propre pour tous les téléphones parce que c'est presque la même chose. Et on arrive même à dire plus loin, pour la sécurité de nos appareils, si on a la possibilité de pouvoir veiller là-dessus, je sais que ce n'est pas la force des Guinéens, même peut-être en Europe, il ne faut jamais dépasser 85% de charge pour les téléphones. Cela renforce la capacité, la résistance de la batterie. Cela peut donner une longévité encore à votre téléphone. Je sais que ce n'est pas évident. Le plus souvent, nous branchons nos téléphones. Dès qu'on veut se coucher, on branche le téléphone à 23h, à 22h.
Et 1 heure après, plus tard, le téléphone est chargé. Imaginez maintenant jusqu'au petit mal, le téléphone se charge d'ici 0 heure et nous on laisse le téléphone branché là jusqu'au réveil. Ça parfois use. même, c'est quand on veut sortir, on prend le téléphone, c'est-à-dire parfois 8 heures, le téléphone est branché. Et d'autres partent encore plus loin, d'autres, il y en a qui, le chargeur est toujours branché, le téléphone on branche, quand c'est chargé, on retire le téléphone, on laisse le chargeur. Tout ça, ce sont des problèmes ce sont des situations qui peuvent créer des problèmes, qui peuvent créer des incendies même dans nos maisons. La prudence là, ce n'est pas évident, c'est vrai, mais il faut qu'on arrive à tenir compte de ces petites réalités. Aujourd'hui, on a perdu une petite et les mineurs, mais vraiment, c'est aussi des futurs cadres de notre pays qui pouvaient faire quelque chose. Je ne parle même pas de sa famille, mais quelque chose pour le pays, parce qu'on sait le talent qu'elle a. Donc, prudence, ce qui est fait, en tant que musulman croyant, on peut le dire est fait, c'est ce que Dieu a voulu, mais la prévoyance, il faut être prudent. Faisons attention avec ces nouvelles technologies de l'information qui peuvent nous créer des problèmes dans tous les domaines possibles. Donc la prudence, que l'âme de notre Safiatou Dioubaté repose en paix. Donc repose en paix, cher Safiatou Dioubaté. En tout cas, pour tous ces utilisateurs de téléphones, évitez d'utiliser vos différents téléphones si vous les branchez sur le secteur. Évitez de dormir avec vos téléphones déjà branchés. Évitez d'être accro au téléphone parce que cela peut avoir des répercussions néfastes pour votre santé. Attends, quand on dit surtout brancher le téléphone sur le secteur, on a nos quartiers ici, secteur, quartier. Non, pas le secteur, quoi, secteur? pas secteur en tant que quartier, Oui. c'est la prise. Ah d'accord, là où il y a la prise, c'est que vous appelez secteur. C'est pas l'attaque technicien. Hein. Oui, il faut passer Allez, l'information. c'est compris. Merci, on parle de la prise, hein, évidemment. Donc, évitez d'être trop en contact avec votre téléphone parce que cela même peut affecter votre santé. Hein. Et ça crée l'incendie, Abdallah, insistons là-dessus. Ouais. Incendie dans nos maisons. C'est très important parce que vous mettez votre téléphone en contact. Vous branchez sur une prise, il y a déjà un contact électrique qui est établi. Votre corps lui-même dégage déjà des petites étincelles que vous ne comprenez pas, vous ne pourrez voir. Et ça, quand il y a contact, c'est vous qui perdez la vie parce que là, il y a électrocution. Les gens ne vont pas le savoir rapidement, mais après, c'est après constat que vous allez comprendre que cela a joué sur vous. Et ces cas sont fréquents. Ouais. Pardon, on va aller avec quelques réactions. Pardon, je m'excuse. Quelques réactions d'auditeurs et de téléspectateurs au stand. Bonjour Kavi, les chroniqueurs du scanner chaque matin. Je profite, Monsieur Abdallah, pour souhaiter une très bonne prière à votre équipe. En effet, la défaite du Sili a été pure et simplement orchestrée par la CAF. Je demande à la fédération de poursuivre cette demande. Fodé Mouktar Keïta depuis l'Ansanaya Barrage. Merci pour la fidélité de ce côté. Bonjour mes chers journalistes, je vous souhaite une excellente journée. En ce qui concerne le Sili national, je demande à la CAF de respecter ses propres principes car la loi est impersonnelle. L'État n'a qu'à investir dans le sport pour le bonheur de tous les Guinéens. Que Dieu sauve la Guinée et les Guinéens. Mando depuis Dabondi. Toujours avec ces auditeurs et téléspectateurs au centre 224 600 29 95 67 deux fois. Et bonjour, ces éliminations sont une compétition. Ces articles s'appliquent à toutes les compétitions. Si on dit le droit, la Tanzanie risque d'être éliminée. Mais je n'ai pas confiance à cette CAF, cafard, comme son nom l'indique, avec ces tortures qu'on a subies, le mauvais traitement, tout et tout. Mais on ira jusqu'à la FIFA, au tribunal arbitral du sport. On n'invente rien. C'est les textes qui ont défini tout. Donc, pour une fois, appliquons la loi. Aboubakar Ben Silla de Kountia Magasin à l'état de doter la Guinée de stades homologués, ajoute-t-il. Bonjour mes chers journalistes. L'espoir est permis à tout un chacun de voir le Sili national de Guinée au grand rendez-vous. Que Dieu sauve la Guinée et les Guinéens. Signé Ibrahim Souri Iso Camara depuis la BPMG. Bonjour le scanner Ibrahima. Bonjour le scanner Ibrahima Dantamba. Je prie que cette requête. Toi tu n'aimes pas ce pays. Allez, on va te laisser partir. Bon, salut les hommes de bonne foi. Cette défaite n'est pas liée au problème d'infrastructure parce qu'aucun de ces joueurs ne joue en Guinée. Ils se sont mal comportés dans ce match. Allez, signé Mamadou Saliou.
Bonjour à tous, je suis LK. J'aimerais savoir s'il y a une possibilité que la Guinée se qualifie à la CAN Maroc 2025. Oui, il y en a. On attend la suite de la requête introduite par la Fédération guinéenne de football. Toujours avec ses auditeurs et téléspectateurs au stand 629 95 67 deux fois. Bonjour Kavi Média. Comme l'espoir est permis, sinon moi je n'attends rien par rapport à cette revendication. Vu ce qui s'est passé dans le match, je ne crois pas si la CAF va appliquer cette règle. C'est Bari Ibrahima depuis Sonfonia T7. Bonjour Kavi, bonjour ma ville Fria, ma ville natale Fria. Seul un apatride peut contester cette plainte de la Fédération guinéenne de football. On va peser les mots, mon cher ami. La Tanzanie doit être éliminée tout simplement si ça se confirme avec des tests de la CAF. Bonjour la télé du développement, moi c'est Pierre Kamano depuis Yembea. Le mal du football guinéen, ce sont les responsables. Force à notre buteur Maison Girassi. Merci pour la fidélité. Donzo Sekou, le pneumatique depuis Caporo qui nous écrit. Bonjour les grands journalistes. Je profite de l'occasion pour saluer mes parents. Au lieu qu'on se mette à envoyer des requêtes, pourquoi ne pas prendre des dispositions à l'interne? Merci. Je pense que le message est tombé dans de bonnes oreilles. Bonjour Kavi Média. Vraiment, vous êtes les journalistes chevronnés. Vous méritez d'être conseiller de l'État. Votre analyse est salutaire. C'est Amadou Ali Kondé et de Yembea. Je vous encourage. Merci pour cet encouragement. Bonjour ma radio, c'est Soareba de Anta. Je vous salue, grand journaliste, et bon vendredi à vous. Bon vendredi à vous du côté de Anta. Bonjour ma radio, je vous regarde depuis la casse de Dixingar. Félicitations à vous. Merci à tous ceux qui nous regardent. Assez de messages ce matin. Je vais aller avec un seul, s'il vous plaît. Bonjour le scanner, je vous salue, ainsi que vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs de Kavi TV. Bon, notre pays, la vie des citoyens est à l'origine des énormes... allez, lui n'est pas dans le débat du jour. On va laisser ce débat. Une pause. Derrière, nous nous retrouvons et nous ouvrons ce grand débat. Cette enquête exclusive que vous allez comprendre, 19 pick-up qui se retrouvent chez le directeur général de la SONA. Pourquoi et comment? Vous allez le comprendre tout à l'heure avec l'équipe du scanner. Aujourd'hui, quels sont vos premiers mots à l'endroit des autorités, à l'endroit de ces victimes, à l'endroit de toutes ces personnes qui se sont battues pour au moins ce premier pas, puisqu'il y a d'autres pans de cette affaire que nous allons débattre tout à l'heure? Oui, message de réconfort, une joie immense qui anime l'ensemble des victimes depuis l'annonce de cette décision du président, le général Mamadi Doumbouya. Tout ce qu'on a à lui dire, c'est merci, parce qu'il n'est pas l'auteur de ce qui s'est passé. Dernière sortie parlait du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, qui pour vous est aujourd'hui très mal entouré ou tout au plus très mal conseillé. Oui, c'est vrai. Vous savez très bien, aujourd'hui, nous sommes en période de transition. Ça, on n'a plus besoin de rappeler. C'est extrêmement important. Et pendant cette période de transition, il y a eu quand même des actes qui ont été posés aujourd'hui de notables, de salutaires. Mais d'un autre côté également, il y a eu quand même quelques bavures dues à, si vous voulez, dues à le fait d'être humain. Parce qu'on sait que tout ce qui est humain, en quelque sorte, a quelques imperfections qu'il faudrait quand même améliorer avec le temps. Et moi, ce qu'il y a lieu de dire, c'était à l'occasion du retour, bien entendu, du président de la République de la Chine. Vous avez vu, on a constaté qu'il y a quand même un accueil chaleureux qui a été réservé au président de la République. Moi, je pense que cet accueil-là, déjà, en soi, n'est pas mauvais. Aujourd'hui, ce qu'on a voulu pour notre pays, c'est quoi? C'est permettre à la Guinée de pouvoir quand même bénéficier de quelque chose, pas seulement de l'intérieur, mais aussi de l'étranger. Journée internationale de la jeunesse et journée ville morte en République de Guinée et des questions pour la jeunesse guinéenne.
Ah oui, coïncidence heureuse ou malheureuse, je suis déçu. Je pense qu'elle est malheureuse parce que c'est vrai que la jeunesse guinéenne aujourd'hui occupe en tout cas à peu près 65%, 70% de la population générale guinéenne, ce qui nous amène à dire effectivement, elle doit se remettre en cause dans son ensemble pour pouvoir comprendre les enjeux qui l'attendent. La jeunesse et le numérique pour le développement durable. Donc c'était vraiment important qu'à l'occasion de cette journée, que toute la jeunesse guinéenne aussi se mobilise, se retrouve sur des espaces, que cela soit des espaces numériques ou des espaces physiques pour... Merci de nous retrouver. Si ça maintenant vous le faites dans cette émission, le scanner de Kavi Média qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30. Merci de nous suivre sur l'ensemble synchronisé de nos médias. À la radio, vous nous écoutez sur la 89.5. À la télé, vous nous regardez sur Kavi TV, sur les bouquets Canal Plus et Star Times, également sur satellite. Merci de nous suivre sur notre site d'information siaminfo.com. Merci également de nous suivre grâce à notre application mobile partout dans le monde. Kavi Média est disponible sur Play Store et App Store, sur les réseaux sociaux Kavi TV, Groupe Kavi Média et Gangan RTV qui relaie aussi cette émission en direct. Nous parlons de ce troisième et dernier sujet. Malgré le changement effectué à la tête de la SONAP, elle n'est toujours pas un fleuve tranquille. Depuis des jours maintenant, un scandale supposé de détournement de 19 pick-up plane sur ce TPA qui a été véritablement secoué par une succession de parfums de corruption ces 8 derniers mois. En effet, 19 pick-up sortis d'usine destinés aux travailleurs de la Société nationale des pétroles se sont retrouvés dans la résidence privée du nouveau directeur général Lansine Condé. Ces véhicules achetés sous l'ère de l'ex-DG Amadou Doumbouya pour équiper les cadres de la SONAP étaient pourtant garés dans la cour de la direction en rénovation. Pourquoi ces véhicules se sont-ils retrouvés au domicile du directeur général? Yaya Diallo nous plante le décor ce matin. Yaya Diallo, bonjour. Ça fait bonjour, Ikena. Yeah, ça fait mal, hein? Ça fait mal à la Guinée, donc on ne doit pas rire avec ça. Tana Mouria. C'est que quand tu entends Yaya dire ça, c'est qu'il y a des choses à dire. Yaya Diallo, bonjour. Ils sont là. Non, ça, je sais pas. Faut pas nous insulter dans ce studio. Honnêtement. Après, c'est Tanalé qui va suivre. Après, c'est Tanalé qui va suivre. On y va, Yaya Diallo. Moi, je suis de sécurité, tu ne le savais pas. Toi, tu es de partout. Il a compris. Le gars est de partout. Il a compris. Mais quand même. Ahmed, ne nous divertis pas, s'il te plaît. On parle de 19 pick-up Yaya Diallo. Place au sérieux. 19 pick-up qui se sont retrouvés chez le directeur général de la SONAP. Comment? Pourquoi? Comment avons-nous reçu cette alerte? Et que dit la Société nationale des pétroles? Bien, je crois que le plan est déjà... le décor, j'allais dire, est déjà planté. Et je pense que la question se pose. On se pose des questions parce que surtout, il s'agit là de la SONAP, la Société nationale de pétrole, où, vous l'avez rappelé, au niveau de votre libellé, il y a eu de parfums de corruption supposés ou présumés, parce que jusqu'à présent, c'est vrai qu'Amadou Doumbouya a été blanchi, parce qu'il n'y avait pas des indices concordants au dire de la CRIEF. Après cela, je crois qu'il y avait eu des gens, un certain nombre de bruits quelque part. Finalement, il a dit sauter. Finalement, c'est qui l'a remplacé? C'est Cissé. Hein? Cissé qui est venu, Moussa qui était l'ancien ministre de Finances, de l'économie et des Finances. Lui aussi, nous connaissons ce qui s'est passé, même si par endroit, il faut le rappeler, hein, au niveau de la SONAP, voilà, donc ça gérait aussi, cela est géré à un certain niveau. Voilà, donc c'est pour autant dire que c'est trop compliqué et c'est assez complexe pour pouvoir situer les responsabilités à ce niveau-là. Mais avec les éléments que nous avons ici, effectivement, est-ce que ces pick-up se retrouvent au domicile privé de monsieur Lansine Condé? Oui. La réponse est oui. Donc les 19 pick-up sont effectivement au domicile privé de Lansine Condé, directeur général de la SONAP. Absolument. Confirmé par qui?
confirmée par la SONAP à travers la direction des affaires juridiques. Bien. Donc, ça, c'est une évidence. la SONAP confirme effectivement l'information que les 19 pick-up sont chez lui. Absolument. Pourquoi? Comment ces 19 pick-up se retrouvent chez un particulier alors que l'ex-directeur général a laissé ses pick-up à la direction? Alors, c'est la question qu'on se pose. Pourquoi et comment et pour quelle fin ces pick-up se retrouvent au niveau du domicile privé du DG de la SONAP? Nous avons posé la question à notre interlocuteur, d'autant plus que là où ces pick-up sont garés, je crois qu'il n'y avait pas quand même une menace urgente qui pouvait amener le DG de la SONAP de les soustraire de là-bas et de les amener au niveau de son domicile privé. La question reste posée, mais je pense que la réponse exacte à cette question, je crois que c'est une question qui n'est concernée que le DG, parce que c'est lui qui nous donnait les informations, nous donnait des informations qu'il avait à son niveau. Donc cette réponse n'a pas été obtenue, mais on peut se poser la question, si c'est dans le cadre de la transparence, j'allais dire, je ne pense pas si le DG, l'actuel DG de la SONAP aurait bien besoin de soustraire cette pick-up-là pour les amener à son domicile privé. Parce que tout simplement, ce sont des pick-up, il a rappelé notre interlocuteur, notre informateur, qu'il s'agit là des pick-up qui sont destinés aux travailleurs de la SONAP. Donc, c'est bien vrai que ces pick-up-là, ces 19 pick-up ont été amenés au niveau du DG, au niveau de son domicile privé, l'actuel DG. Mais un autre débat se pose. Pourquoi on l'a fait pendant la nuit? Ça, c'est notre débat aussi qui se pose. Parce que nous connaissons ce que représente la nuit quand même en Guinée ici. Quand il s'agit des affaires administratives ou des affaires à un certain niveau, je pense que là, le débat aussi se pose pour justement essayer de savoir pourquoi la nuit. Alors, des questions en question, nous avons pu obtenir quand même quelques informations de la part de notre interlocuteur au niveau des affaires juridiques de la SONAP, qui avait, il faut dire aussi, en question participé à la rédaction de ces contrats, puisque nous avons exigé à ce qu'on ait des documents juridiques attestant effectivement que c'est un contrat établi en bonne et due forme et que ces pick-up reviennent ou reviendront tout au plus aux travailleurs et que ces pick-up ne sont pas destinés à des fins personnelles par l'ODG. Laisse-moi te faire revenir sur ce point qui me paraît très important et pour les auditeurs et pour les téléspectateurs qui nous suivent. On parle là de pick-up, vous l'avez dit. Notre informateur nous apprend qu'il y avait des contrats. Il a même nommé ça des contrats de car-plan pour tous les travailleurs. Et tu l'as dit que nous avons exigé avoir une copie. Il avait dit qu'il n'avait pas l'autorisation de sa hiérarchie. En tout cas, si ça fuitait, il pouvait avoir des problèmes. Tout à fait. Donc, ces contrats ne devaient pas être publics. Tout à fait. Donc, pour le moment, nous nous en tenons à ce qu'il a dit. Tout à fait. Les contrats existent. Les contrats car-plan, dans leur jargon, existent. Ça veut dire que des cadres relevant de la SONAP devraient avoir ces voitures. C'est-à-dire ces 19 pick-up. Pick-up. Mais, jusqu'à là où nous parlons, nous n'avons pas eu une copie de ces contrats. Absolument. Donc c'est ça. Absolument. Nous n'avons pas eu copie et finalement, il nous a renvoyé sur l'article 101 du Code général des impôts. Je crois qu'on n'est pas aux impôts, on est au niveau de la SONAP. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi cette légion. Finalement, il nous a effectivement dit que ces véhicules seront répartis. 30% du prix du véhicule seront payés par les travailleurs sur une période de 5 ans comme quota sur l'amortissement. Comme ça, c'est dans plusieurs entreprises. Et même au niveau du CNT, c'est comme ça. On tire sur vos salaires sur une période assez donnée sans pour autant que cela impacte, disons, votre salaire fondamentalement. Alors, la question qu'on se pose, alors, pourquoi jusqu'à présent cette répartition tarde à venir? Parce que pour notre interlocuteur, évidemment, il y avait des oppositions à l'interne. Quand la proposition a été effectuée par le DG de la SONAP, en l'occurrence Lanciné Condé, sur les 30%, il y a eu certains travailleurs, d'ailleurs beaucoup, qui disaient qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette proposition. Et au retour, ils ont proposé les 20%. Quelque chose que le DG de la SONAP avait rejeté, disons, fermement. Donc le point de discorde est parti de là. Les 20% pour des travailleurs qui demandent à ce qu'ils ne soient relevés que de 20%, 30% pour le directeur général de la SONAP qui insistait. Absolument. Donc voici, c'était le premier point de discorde. Absolument. Bien.
c'est le premier point de discorde entre le DG et les travailleurs de la SONAP. Certains cadres, il faut le rappeler aussi, il nous a rappelé que cette répartition aussi devrait s'effectuer sur la base de la performance personnelle ou l'individuel des uns et des autres, notamment l'ancienneté. Donc les critères sont définis. J'ai cru comprendre effectivement que ce qui bénéficieront aussi de ces pick-up-là sont d'ores et déjà connus, de facto connus, parce que tout simplement, ce n'est pas tous les travailleurs. N'auront ces pick-up que ceux qui auront mérité de par leur participation, de par leur performance, pour ainsi dire, au niveau de la SONAP. Donc je pense que par endroit, ça retarde les activités parce que Amadou, il faut le rappeler, quoi qu'on dise, Amadou quand même, de tous les DG, il a eu beaucoup plus de longévité au niveau de la SONAP, mais il avait quand même des visions. Il y avait des dépôts déjà qui étaient en cours de réalisation, notamment à Cancan. Je crois qu'après les dépôts que nous avions ici, celui de Cancan allait être le deuxième dépôt aussi, disons, le plus important pour notre pays. Donc je pense que les pick-up là aussi s'inscrivaient dans ce sens-là pour pouvoir les répartir un peu partout à travers le pays pour permettre aux employés de la SONAP de mieux circuler pour pouvoir quand même produire des résultats. Je rappelle qu'il faut le rappeler, de passage, même si ce n'est pas le cas, il y a, disons, une pénurie de carburant, même en ces moments-là, qui s'annonce déjà, disons, à Conakry ici, dans plusieurs stations-service, il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de carburant, pour ainsi dire. Donc je pense que tout cela devrait pouvoir quand même interpeller les uns les autres pour pouvoir avoir, disons, pour pouvoir cerner la situation et d'agir des conséquences aujourd'hui, parce qu'au niveau de la SONAP, je ne sais pas il y a quelle épidémie au niveau de la SONAP, mais à tout bout de champ, c'est des problèmes, c'est des bruits, et je pense que on attend de voir. Pour l'instant, nous avons essayé d'équilibrer l'information, parce que nous sommes allés à la source. Vous savez très bien aussi, avec ces contrats dont on qualifiait de gré à gré avec Adax Torix, nous sommes allés au niveau de la SONAP. Il y a eu des informations plus ou moins acceptables parce que les véritables concernés n'ont pas pu prendre la parole. On ne pouvait pas quand même se fier sur les dires de certains proches qui n'ont pas, disons... Qui n'ont pas la main. Qui n'ont pas la main, donc qui n'ont pas les véritables dossiers en main. Je pense que c'est ce qui nous a amené. Mais finalement, je crois que certains qui en ont de l'extérieur, à travers le journaliste français aussi, a confirmé les informations que nous avons ici. Exactement, le schéma était comme ça. Il y avait quelqu'un au niveau de la présidence qui avait à peu près, disons, une mémise sur ce contrat-là. Donc finalement, ça dépassait même l'entendement du DG de la SONAP. C'est pour autant dire que quand on explique un certain nombre de choses, il faut essayer d'avoir les tenants et les aboutissants sans pour autant accuser les uns et les autres, encore une fois, parce que c'est complexe. C'est vague, surtout l'administration guinéenne. On peut voir l'autre comme étant le responsable de tout ce qui se passe, alors qu'en réalité, il y a ceux qui sont appuyés dans l'ombre. De parrains naturellement, qui tirent les ficelles. C'est eux qui dictent ce qui devrait se faire. Mais je pense que là, les pick-up, on verra bien. C'est une suite. On verra bien la suite logique de ces pick-up-là. Pour l'instant, on admet au niveau de la SONAP que, évidemment, ça appartient à la société et que tous les travailleurs sont au courant. Et que le DG de la SONAP n'avait pas bien voulu procéder à la répartition parce que tout simplement il n'était pas d'accord avec la proposition, disons, posée par les uns et les autres, notamment les travailleurs, et que pour lui il fallait accepter les 20%. On nous apprend dans une semaine, il faut le préciser, et la répartition s'effectuera, on verra bien, on va essayer d'approcher certains cadres de la SONAP avec lesquels nous sommes en contact pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Est-ce que les 19 pick-up ont été attribués à des cadres dont les critères qui répondent, pour ainsi dire, aux critères qui sont établis par la SONAP elle-même. Maintenant, si à l'interne, comme nous le savons, quelquefois c'est par affinité qu'on essaie de distribuer ou dispatcher de biens publics comme ça, le débat aussi reviendra. Je pense qu'on verra bien effectivement la gestion efficiente de ce pick-up-là. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas pour un individu, c'est pour la SONAP. La SONAP, c'est une société étatique, donc pour l'État, pour tout le monde. Donc il faut, je crois, qu'à un certain niveau, que la rationalité puisse primer sur ce que nous sommes en train de faire. Bien, ce qui est déjà compris. Enquête menée par Yaya Diallo. Oui, Mohamed Leba, vous avez suivi quand même le développement de cette affaire qui faisait le chou gras de la presse. Ça et là, on en parlait sur les réseaux sociaux avec beaucoup qui s'interrogeaient. SONAP, que se passe-t-il? On a quand même les premières informations. C'est vrai que l'enquête n'est pas bouclée.
on ouvre une parenthèse parce qu'il y a encore des questions à soulever. Pourquoi déplacer ces pick-up de la direction nuitamment à votre domicile? On ne veut pas se mettre dans les suppositions, non? On attend d'avoir aussi des réponses à ces questions. Mais en attendant, à travers le développement de Yaya, est-ce qu'aujourd'hui, dans la démarche, on peut dire que le DG, peut-être que c'est mêler les pinceaux ou c'est mêler les pinceaux? Bon, c'est difficile pour l'air de conclure quelque chose par rapport à cela, mais ça en a bien trait, parce que vous le savez, on parle de biens publics. Ouais. Parce que là, on ne parle pas d'une société privée. La SONAP n'est pas une société privée. La SONAP appartient quand même à l'État, il faut le dire. Donc quand il y a des engins, on parle de 19 pick-up. Au moins si c'était 2 pick-up, on pouvait comprendre. Mais même un pick-up, on ne pouvait pas comprendre. Non, mais ce n'est pas pour toi. Vous allez comprendre. C'est que quand je finis, vous allez me comprendre. Allez-y. C'est que le nombre, en compte, c'est que ça fait partie, c'est que ça compte beaucoup, je voulais dire. C'est que si c'était au moins un pick-up ou 2, ce serait au moins facile aussi de défendre que 19 pick-up. Peut-être pour un pick-up ou 2, vous pouvez dire non, peut-être que c'est pour des questions de réparation ou d'autres choses, mais on parle de 19 pick-up et à votre domicile privé. À votre domicile privé. Ces 19 pick-up cherchent quoi là? Est-ce qu'il n'y a pas un autre endroit où ces 19 pick-up pouvaient être garés en attendant? Si peut-être que cela affectait un peu l'espace au niveau de la direction de la SONAP, qu'on trouve un autre endroit où stationner ces pick-up-là en attendant. Le palais du peuple est là, le gouvernement a un grand garage. En tout cas, quand même, aller chez lui. Le palais du peuple est très grand pour ça. D'ailleurs même, c'est de coutume actuellement, quand il y a de nouveaux engins, qu'on vienne les garer au niveau du palais du peuple. Laisse-moi placer ça. Il y a un autre informateur qui ajoute que le fait de transférer ces pick-up au domicile privé du DG était un consensus, une décision obtenue à l'interne. C'est comme ça il dit. Après, comme je vous l'ai dit, ça va être très très chaud. Après, il faudrait encore creuser pour comprendre. En tout cas, cela me rappelle quelle était l'urgence. Quelle était l'urgence? Et cela me rappelle, Abdallah, le cas d'Amaro par rapport à l'utilisation du fonds dont on l'accuse. Parce qu'il a dit, j'ai pris une part pour payer tel, c'était à l'interne aussi. Donc ça veut dire tout simplement, si cette affaire arrivait à atterrir en justice, ça veut dire que pour le DG de la SONAP, pour se défendre, ça va être très compliqué. Parce que transférer ces pick-up nuitamment, pourquoi nuitamment? Pourquoi attendre la nuit pour le faire? Parce que les mauvaises choses quand même se passent la nuit. S'il y avait de la transparence, ne serait-ce qu'une once de transparence, globalement. Pas toujours. Vous allez comprendre, on parle de l'administration. Ouais. On parle de l'administration, donc c'est un sujet très particulier, c'est un cas particulier. Ça ne se généralise pas surtout. Ça se passe la nuit. Souvent, quand il y a des déplacements, des pick-up ou soit des engins achetés par le régime actuel, nous voyons que ça se passe la journée. Les véhicules, je crois que de l'armée récemment qui défilaient, tout cela s'est passé quand même la journée. On n'a pas vu de déplacement d'engins, en tout cas la nuit, se faire pour le palais du peuple ou au niveau du garage gouvernemental. La nuit. Vous voyez, le déménagement chez nous, c'est la nuit. Parce qu'on évite quand même qu'on voit des choses qu'on ne peut pas transférer ou déplacer la journée. Donc, il y a aujourd'hui anguille sur roche par rapport à tout ce qui se passe du côté de la SONAP. On se demande même parfois... En fait, parce que la SONAP est tellement devenue la star quand même des directions en matière de corruption à chaque fois, de bruit. De supposer. C'est ce que je dis en matière de supposer corruption, parce que même si après, il n'y a rien derrière. L'ex-DG a été blanchi. Il n'y a rien derrière, parce que bon, enfin, il peut encore y avoir de revirements quand même. Mais en attendant, ce qu'on a sous la main, il est blanchi. Bien. Il n'y a pas de poursuite avéré dans ce sens-là, parce que tout simplement on dit que tous les éléments n'y sont pas pour qu'on puisse
d'enclencher réellement cette poursuite, voilà, pour qu'il puisse répondre de ce dont on l'accuse. Par rapport à ce cas, aujourd'hui, je crois qu'il faut que, si possible, la justice, qu'elle s'intéresse à cela pour voir réellement clair, parce qu'elle peut avoir d'autres arguments en termes de démarche et tout, disons, des matériels sur lesquels s'appuyer aujourd'hui pour obtenir quand même pour quelque chose la justice va saisir dans quel sens? Tentative de corruption? Non, peut-être tentative de détournement ou de vol. Tout simplement. Tentative de détournement des biens publics. Parce qu'on parle de 19 pick-up. Le nombre est de trop. Je crois qu'il faut que la justice s'y intéresse. Au-delà de nos enquêtes, nous, à l'interne, ce que nous menons, parce que nous, on ne va pas s'arrêter quand même à mi-chemin. On va aller jusqu'au bout dans cette affaire-là. C'est-à-dire faire intervenir tous les deux côtés pour savoir réellement qui dit vrai. Ce n'est pas parce qu'on est aujourd'hui en tribunal, mais c'est la démarche journalistique pour au moins permettre aux uns et aux autres de comprendre ce qui se passe au niveau de la SONAP. Équilibrer l'information, c'est donner ou permettre à chacun des côtés de dire ses vérités ou de dire ce qu'il sait ces camps-là pour qu'on puisse réellement aboutir à une conclusion qui puisse mettre tout le monde d'accord. Pour l'heure, il faut aller avec des pincettes, beaucoup de prudence, avec ces informations, mais je crois quand même qu'il y a anguille sous roche, parce que tout simplement, il y a eu confirmation de la présence de ces 19 pick-up au niveau du domicile de l'actuel directeur de la SONAP. Donc il y a de quoi se poser des questions, il y a de quoi aller, c'est-à-dire en profondeur dans cette démarche, dans cette enquête. Il faut s'attendre à des résultats, et aussi la justice pourrait nous aider dans ce sens-là, parce qu'il s'agit quand même de parvenir à ce que la vérité jaillisse. Oui, la vérité. La SONAP aujourd'hui est devenue quand même un scandale, hein? Un scandale de tous les problèmes liés à l'administration, parce que après on avait cette supposition de détournement, de corruption et autres qui ont toujours plané sur le toit de la SONAP. Aujourd'hui encore, quelque chose reste clair, la confirmation elle est faite, les 19 pick-up, ils sont. Comment? Maintenant, est-ce que c'était un consensus ou pas? Beaucoup de questions se posent, le PM. Ça fait mal qu'on parle toujours, mais malheureusement négativement, d'une structure, d'une institution étatique, d'une entreprise, en tout cas qui relève de l'État, et tous les jours qu'on en parle, on a entendu parler au niveau de SONAP, sur cette Société nationale de pétrole, d'une villa achetée du côté des États-Unis à $1 million. On a entendu cela, ça fait tellement de bruit, et on se demande qu'est-ce qui se passe de ce côté. Pour moi, il y a une série de tentatives du côté de cette structure, tentative de privatisation de pick-up, tentative de vol de pick-up, tentative de tâter un peu ce que dit la loi en matière de corruption, tentative de joser ce que a dit la présidence Mamadi Doumbouya par rapport au cadre véreux. On peut citer encore plusieurs autres tentatives qu'on essaie de mettre en place au niveau de ces pick-up. Et ça, quand on parle de pick-up, ce ne sont pas des pick-up de seconde main, hein. Ça il faut le rassurer, ce sont des pick-up neufs. Et quand on parle de pick-up 4x4 neufs, aujourd'hui, ce n'est pas moins de 150 millions de nos francs guinéens. 105 millions de francs guinéens. 150 même. 105 000, parce que c'est environ quelque chose de 12 000 euros. Il faut le dire comme ça. Donc les 19 pick-up nous envoient quelque chose d'environ 2 milliards de francs guinéens. Ça dépend de la qualité, le minimum. Non, je parle de neuf. Oui. On parle de neuf et de... Bon, peut-être parler de qualité, tout ça, mais c'est... On parle de pick-up. Quand on parle de pick-up et qu'on parle de l'État, on parle de marque japonaise. Ça, on parle le plus souvent, c'est Toyota ou bien c'est Hilux. Toyota Hilux dont on parle. Donc ça... Ce n'est pas moins de 105 millions de nos francs. L'ensemble de tout ça multiplié par 19, on se retrouvait à environ plus de 2 milliards de francs guinéens, rien que pour le véhicule. Ça, ce n'est pas quelque chose à minimiser. Nous avons écouté des sons, comme on appelle une chanson ici, dont on parle qu'on le voit dans des véhicules, c'est l'avenir de 20 jeunes. On a écouté ça ici. Donc cela veut dire, si cette tentative de privatisation, tentative de détournement, privatisation, c'est-à-dire ça devient la propriété privée de l'actuel directeur ou d'une équipe
On n'a pas toutes les... Ils ne se sont pas prononcés là-dessus, avec tentative. Si cela s'avère vrai, que c'était vraiment pour cela, parce qu'on n'a pas demandé les services compétents de l'État, c'est-à-dire sortir dans les installations, dans les locaux de la SONAP, envoyer dans un domaine beaucoup plus privé cette fois-ci, ça, il faut prendre des autorisations au-delà de l'entreprise même, au-delà de la société. Parce que là, ça ne se passe pas comme ça. Il faut qu'il y ait, dans les conditions normales, je crois, le secrétariat général du gouvernement, le garage du gouvernement devrait se prononcer, ou la présidence même devrait se prononcer dedans, et qu'on ne devrait pas faire cela en pleine nuit, déplacer des véhicules. On ne dirait pas que c'est parce qu'il y avait des embouteillages qu'on a attendu tard la nuit. Non, mais Abdallah, c'est vrai, quoi. On ne dirait pas que c'est parce qu'il y a un embouteillage qu'on a envoyé là. À ma connaissance, moi je ne suis pas loin de SONAP, on ne me dira pas que c'est un voisin, c'est parce que le directeur loge juste à côté, on a déplacé juste d'une cour à une autre qu'on a envoyé ces véhicules. Tous ces éléments-là devraient nous permettre de comprendre pourquoi on voulait jouer vraiment au bien de l'État. On l'a dit ici dans notre émission d'hier en parlant de la répartition vraiment équitable des biens, des retombées de nos ressources à la population. Ce n'est pas une personne ou de groupes de personnes qui devraient bénéficier de l'État, comme on appelle, des retombées de l'État. Si cela n'est pas fait, on sera toujours confronté à des problèmes. Quel que soit le projet qu'on va avoir, quelle que soit la dimension qu'on arrive à avoir, 20, 20, 40, c'est-à-dire 20 Simandou. Chaque préfecture, comparément à un projet Simandou, si le projet n'est pas bien géré, si on n'a pas de belle intention derrière, cela va nous poser toujours des problèmes. C'est une minorité, un groupe de personnes, des copains, des copines qui vont s'arranger. Et puis voilà, les autres, vous allez vous mettre à piailler en 24 heures sur 24. Vous ne bénéficierez de rien. Vous continuez à tâter. Ils ont comme on appelle, des bras longs un peu partout. Et vous retrouvez au Niouf et vous ne pouvez rien faire. Donc, qu'on essaie, nous ne demandons qu'une seule chose, qu'on arrive à nous situer. Les 19 pick-up qui se retrouvent chez le grand patron de SONAP, aujourd'hui, dans sa cour, les pick-up n'ont rien fait pour se retrouver là-bas. Qu'on arrive à nous dire quelle est la différence entre la cour et la maison, la cour, comme on appelle, la concession privée du directeur. La différence entre SONAP et vraiment pouvoir le mettre du côté du palais du peuple. Un document officiel. Un document officiel, parce que là, stipule que oui, ils étaient d'accord. Ça, c'est que nous sommes en train de parler. On ne parle pas de ça aujourd'hui et on s'arrête là. On ne dira pas qu'on va mettre nos puces GPS sur ces véhicules là où se trouvent, parce que nous savons la maison, c'est où. Nous savons très bien où se trouvent ces véhicules. Nous savons chaque véhicule qui va bouger. Aujourd'hui, on nous dira ça vient de sortir. C'est rentré le jour. On peut même dire aujourd'hui. Ces véhicules sont rentrés à quelle heure? Quel jour ces véhicules sont arrivés là? Nous avons cette possibilité de le faire. Donc, qu'on nous aide à comprendre mieux. Chacun essaie de faire. On n'est pas jaloux. Mais on veut savoir juste faire notre travail pour que les biens de l'État, qu'on accompagne les uns et les autres à la gestion efficiente des affaires de l'État, des biens de l'État, pour être plus précis. Parce que à cette allure, si on le fait, ça passe avec 19 pick-up, quelqu'un d'autre viendra avec 180 pick-up, rien ne se passera, et d'autres vont venir et vont dire un jour, le palais du peuple, le palais Serotouria ou le palais présidentiel aujourd'hui a été privatisé, on a vendu cela à un Libanais ou à un Chinois qui a pris notre palais. Et personne ne va dire mot, on n'ira plus donc dire que peut-être c'est la RTG qui a été privatisée, c'est un Chinois qui a pris là. Donc, il faut qu'on arrive à comprendre qu'est-ce qu'on veut faire de nos biens. Tout mouvement doit être cerné et compris. C'est pas parce que c'est toi qui es aux affaires aujourd'hui que tu as le droit plus qu'un autre. Non, c'est parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde en poste. On met quelqu'un et que les autres sont appelés à ouvrir les yeux, à voir, à ouvrir les oreilles pour qu'on aide les autres, ceux qui veulent bien faire le travail, aider la Guinée à se développer, à sortir de ce bourbier, à sortir de ce marasme économique, à sortir vraiment de cette précarité que nous connaissons aujourd'hui, parce qu'ils sont nombreux, ils sont combien aujourd'hui à être fonctionnaires, à être cadres, mais qui sont pauvres. Ils sont combien militaires aujourd'hui, gradés aujourd'hui, mais qui sont pauvres? Ils sont combien, on va la citer, fatigués, mais ils sont combien des gens qui n'ont pas de métier, qui n'ont rien fait, vraiment pour y arriver, qui ne sont pas à un poste bien, comme on appelle, bien placé, qui n'ont pas fait ses études, mais qui sont devenus milliardaires aujourd'hui dans notre pays, parce que les choses n'ont pas été bien gérées. Il faut qu'on arrive à gérer. Tant qu'on n'arrive pas à gérer très bien, tant qu'on n'arrive pas à faire une bonne répartition des retombées de nos ressources naturelles, des ressources, que ce soit économiques ou je ne sais quoi, tant qu'on n'arrive pas à le faire, la Guinée se retrouverait dans cette situation et malheureusement, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Donc, vous l'avez compris, c'est sur ce point que nous allons nous quitter au compte de cette semaine. Merci, Mohamed Ba, le PM. Merci, Abdallah, merci à tous. Merci, Mohamed Leba.
Merci Abdallah, merci à tous. Merci Yaya Diallo pour cette enquête, il faut le dire. Merci aux auditeurs et téléspectateurs. Merci à la régie télé. Nous ont accompagnés de ce côté Salimatou Sissé, Vabako Ivogi, Assanso, Salif Bangoura, Medikasita, Otaek, à la radio, notre enfant de Siramodia, Kande Sanko, Mamadou Diallo et l'enfant de Koulisoro, il faut le dire, de Tunifili, le seul comté capable de cette république. Merci à Michel Ouamounou du côté de la réalisation, à la production, Moussa Dramé. Merci à la technique dirigée par Omar Diallo. On se reprend la semaine prochaine, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média de développement de Guinée.